monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trek in Storia. Bonsoir, bonjour Arcadie. Salut Cyril, ça va? Ça va très bien. Je vais bientôt publier une vidéo que je viens de tourner à l'instant dans les rues noires de Villefranche où il y avait une série de belles berlines belges. Ok. Très belles. Il y en avait une dizaine avec un somptueux toit de coffre. On ne pouvait pas mieux gâcher les bagnoles que ça. Attends, c'est quoi un toit de coffre? Tu sais, c'est les trucs que tu mets au-dessus du coffre, là. Ah au-dessus oui. toit, là. Ah ouais, dégueulasse. effectivement, ça doit être bien dégueu, ouais. Voilà, que des belles Porsche avec le petit truc. Je pense que c'est un truc très belge. Oui, on a un peu des trucs comme ça, un peu fanfaron. Hein. C'est comme aussi on fête la nouvelle année et le lendemain. Quand tu vas voir Bobonne le premier de l'an et tout ça. Donc en fait, quand t'es éclaté à la nouvelle année, tu sais que dans 6 heures, tu vas encore aller faire une espèce de post-nouvel an chez les grands-parents. C'est un peu, ça parfois assez pénible. On avait ça avec moi j'avais ça avec Noël et on faisait le 24 et puis le lendemain il fallait voir d'autres personnes et ça me rendait fou. Et voilà. Et ben pour ceux qui écoutent ça forcément en 2023, bonne année. Bonne année à vous tous. Désolé pour ce que vous allez entendre, mais pour une fois on est sobre. Voilà. Alors de quoi on parle aujourd'hui? On parle aujourd'hui d'un film mythique sorti en 1956 qui s'appelle Forbidden Planet et qui est aussi le nom d'une des plus grandes boutiques de culture geek qui est à Londres. Et donc maintenant on sait pourquoi. Exactement. Et ouais, c'est un film de science-fiction américain qui est un peu le grand-père de la SF au niveau du cinéma. Réalisé par Fred alors là je vous lis la fiche Wikipédia bien entendu, réalisé par Fred MacLeod Wilcox. Et il faut savoir que c'est un film tellement important qu'il a été sélectionné par le National Film Registry de la Bibliothèque de Congrès américain pour y être conservé comme étant culturellement, historiquement et esthétiquement important. Et on va développer pourquoi. Faut savoir que c'est aussi National Film Registry, vous trouverez aussi Star Wars dedans. Donc c'est un très 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 gros truc. Est-ce qu'on trouve Ultra Vixen dedans? Je suis pas sûr, faudrait aller voir, mais ça m'étonnerait. Je vais aller regarder. Du coup, le film de quoi il parle, donc, déjà pour comprendre pourquoi on parle de ça dans une émission pour Star Trek, c'est qu'en fait, c'est moi qui ai apporté le sujet et je considère que c'est le film TOS donc, ultime qui, malheureusement, ne fait pas partie de la franchise Star Trek. Et donc, moi, ma question par rapport à ça, c'est on va essayer de voir un petit peu, par certains aspects, en quoi il se rapproche, en quoi on peut le considérer comme étant le meilleur film TOS à mes yeux. Pourquoi la franchise Star Trek n'a jamais produit des films comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'important en quoi aussi, on en parlait, c'est un peu le grand-père des séries comme Star Trek. Star Wars, il y a aussi 2-3 trucs, on se dit tiens, ces plans-là, ça me dit quelque chose. Il y a une réminiscence. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du film, de notre explication, on va retrouver un petit peu, on va essayer un peu de décrypter cette œuvre. Alors le film parle de quoi? Le film, je vous lis à nouveau le prologue, tout le synopsis de Wikipédia, hein, on va pas trop s'embêter non plus. Donc en fait on est dans le futur et la conquête de l'espace a été rendue possible depuis la Terre grâce à l'invention d'engins capables de se déplacer à la vitesse de la lumière, si ça vous dit quelque chose. Désormais les humains vivent sous le régime des planètes unies. En 2257, le croiseur spatial C-57D, avec à sa tête le commandant John Adams, joué par Leslie Nielsen, avant qu'il le fasse. Y a-t-il un flic pour sauver dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Est en route pour la planète. Est en route pour la planète Altaïr 4 pour secourir le Bellérophon, un vaisseau d'exploration dont l'équipage n'a plus donné signe de vie depuis 19 ans. Au moment de l'approche, le professeur Edward Morbius, un ancien membre de cette expédition perdue, contacte soudainement le croiseur et déclare qu'il n'a besoin d'aucun secours. Il met en garde le commandant et prévient qu'il ne pourra pas garantir la sécurité des hommes. Néanmoins, Adams décide de se poser sur Altaïr 4. Rien qu'avec ce synopsis, rien qu'avec cette amorce, vous comprenez pourquoi on est dans un pur film TOS. Je te laisse la parole.
Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est déjà le début où on te donne un petit contexte. Bon, on n'a pas le grand panneau à la Star Wars, tu vois, mais on a déjà ce prémisse-là où on t'explique que l'homme a colonisé la Lune en 2200 quelque chose, puis l'espace, et puis après, de fil en aiguille, grâce à la vitesse, au dépassement de la vitesse de la lumière, il est un peu partout dans l'espace. Ouais. Et on ne dit pas qu'il a trouvé des extraterrestres ou quoi que ce soit, t'as l'impression que la galaxie appartient qu'à l'homme. Et déjà, rien que d'entrée de jeu, t'as un petit peu ce contresens des films ou de la culture des années 60 avec l'humanité toute puissante qui va à la rencontre des étoiles. Là, t'as un peu ce truc genre, il n'y a que nous dans la galaxie. Et puis, on a fait ce qu'on avait à faire. On a tout colonisé. Tu parlais de Leslie Nielsen, donc pour ceux qui savent pas, hein, c'est donc l'acteur qui a les cheveux blancs dans les Police Squad, dans la série Police Squad, dans les films Y a-t-il un flic, qui est la suite de la série Police Squad. Il joue aussi le docteur dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, donc le premier du nom, et c'est un comic relief après dans la plupart des autres films du genre, je pensais aussi au Scary Movie, il est dans le 4. C'est du slapstick, un peu l'humour qu'il fait. Oui, c'est ce qu'on appelle de l'humour burlesque aux États-Unis. Et c'est un acteur qui était très bon dans ce qu'il faisait en dramatique. Il a fait pas mal de films dramatiques et qui en fait a décidé de se faire plaisir à 200% dans des films comme Y a-t-il un pilote pour l'avion. Des films qui sont beaucoup plus durs à produire qu'on ne le croit. J'imagine qu'il y a énormément de blagues en fait. Donc il y a des blagues dans des blagues dans des blagues. Et en fait, on le retrouve là jeune. Il a un charisme mais de fou, d'un jeune premier. Et c'est vrai que du coup, moi je le regardais parce que depuis gamin, je suis fan de cet acteur, mais dans ses rôles comiques. Et oui, il a fait un rôle aussi avec Ophélie Winter. Et il a joué dans Dracula mort et heureux de l'être. De Mel Brooks. Voilà. Mais j'ai repensé à Ophélie Winter parce que je crois que c'est le plus mauvais des Y a-t-il un flic. Renfield. Oui, à voir, mort et... Mais de toute façon, tous les films de Mel Brooks sont à voir à peu près. Bref, tout est bien pensé dans ce film. On parlera un peu plus de l'histoire après, mais tout est logique. Ouais, tout se tient. Tout se tient. Il n'y a pas une débauche d'effets spéciaux gargantuesques. On n'est pas encore dans 2001, l'Odyssée de l'espace. On n'est pas encore dans Star Trek The Motion Picture. Ni même dans Star Wars ou les films qui viendront après, quoi. Mais presque tout est logique. Y a juste un ou deux trucs. Effectivement, la vitesse de la lumière, il la dépasse. Dans Star Trek, il la dépasse pas. Ils vont en distorsion. Bon, c'est encore autre chose. Mais il dépasse pas la vitesse de la lumière. Et il y a juste un truc que j'ai pas compris. Je l'ai recompris en revisionnant 2-3 fois le film. C'est pourquoi ils se mettent dans ces cabines de douche. Ah oui, et du coup, il se passait pourquoi ? Et c'est pour la décélération de la vitesse lumière. Et donc, c'est pour pas encaisser. Ouais, mais c'est pas expliqué, donc du coup tu te dis, je comprends pas quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Mais donc du coup, par exemple, ces espèces de fameuses cabines, premier instant, c'est clairement un téléporteur. C'est clairement les téléporteurs de TOS, quoi. Au niveau du design, c'est con. Hein. Après, vous pouvez dire oui, on peut retrouver plein de fois ça comme ça, donc. Les téléporteurs, faut savoir que dans TOS ça a été créé parce qu'en fait c'était plus facile il fallait pas créer la navette qui allait sur les planètes. C'était trop cher, donc on a créé les téléporteurs, sauf que le principe du téléporteur, même si on pourrait considérer que c'est si tout le monde le réfléchit, on le fait un peu de cette manière-là à cette époque-là, mais sachant toutes les autres réminiscences, vous le regardez, vous dites ouais, c'est du Star Trek, quoi. Il y a un autre truc aussi, c'est que basiquement vous mettez les costumes, les uniformes de Starfleet, le film c'est la même chose, vous pouvez faire le même film, sauf techniquement, sauf le design du vaisseau qui pour le coup est une véritable soucoupe volante. Comme dans Star Trek. Mais Star Trek, c'est une soucoupe avec des nacelles. Voilà, c'est une soucoupe avec des nacelles. Et aussi un truc que je trouve dingue pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, c'est que les effets spéciaux sont pas extrêmement présents, mais sont extrêmement convaincants. C'est le film, et tout le film se tient. Tu te dis pas,
Bon là, ça pêche un peu. C'est s'ils vont te faire tu connais la technique, tu connais l'astuce, mais tu te laisses avoir. Les décors sont intéressants, les environnements sont créatifs et la technique utilisée pour te le faire croire sont convaincants. Une autre chose par rapport à ce que tu disais sur l'espace qui a été colonisé par l'homme. C'est parce qu'on est, et ce que fait Star Trek aussi, c'est qu'on est dans l'Odyssée spatiale. C'est-à-dire que dans les années 60, en fait, c'est surtout l'espace, c'est la terreur venue de l'extérieur qui vient sur Terre. Parce que beaucoup, ça représentait les communistes et les rouges. On prend en exemple Le jour où la Terre s'arrêta, qui est la plus grande... le film qui va vraiment qui montre vraiment cette mentalité-là de l'époque. Et là, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec cette dimension odysséenne de c'est un navire qui voyage, qui arrive sur une planète où il n'y a qu'un pays sur toute la planète, mais ça fonctionne, tu y crois. Qu'il y avait aussi dans TOS, dans TOS, tu avais 2 civilisations par planète, dans Star Trek, comme même dans TNG, ils le font aussi. C'est cet espace où les planètes sont unies culturelles. La Terre, ils ont tout le monde, mais l'espace est uniculturel. Même Star Wars, Saint Mustafar, Hoth et compagnie. Unique dans leur biome aussi. Et donc voilà, donc c'est Odyssey. Et d'ailleurs, et en plus, il y a le petit côté un petit peu... alors je vais dire péteux, mais de Star Trek TOS, qui est qu'en fait, La planète interdite s'inspire beaucoup de la pièce de théâtre de Shakespeare, La Tempête, où Morbius fait Prospero. J'ai pu connaître La Tempête mais depuis trop longtemps. Il y a Caliban, mais d'une certaine manière, le monstre protecteur. Donc voilà, et en fait, au final, le film est parfaitement cohérent, fonctionne. Et les seules choses qui pourraient déranger sont des choses propres à son époque et à son écriture de l'époque. Je pense notamment le rapport au seul personnage féminin de l'histoire, où les mecs font les mecs objet, des années 60. Voilà. Et la fille doit être un peu déniaisée. Excusez-moi. Elle doit apprendre les choses de l'amour. Voilà, et t'as le père qui fait je vais l'amener sur Terre pour qu'elle apprenne les choses. C'est un peu gênant, mais c'est les années c'est complètement gênant, mais c'est les années 60, donc c'est pas le centre de l'histoire. Et donc voilà, c'est un film qui a inspiré énormément. Si vous avez vu le film Sphère et lu le bouquin de Michael Crichton, qui est un de mes bouquins préférés de SF, le scénario s'en rapproche énormément aussi. Donc voilà, et donc moi ma question quand on voit ça, c'est est-ce que c'est vraiment à tes yeux, comme moi je l'affirme, le film TOS ultime? Mais oui, alors est-ce que c'est un film en lui-même? La structure narrative est pas assez complexe non plus pour qu'il y ait... Si on le remet dans le contexte de l'époque, oui, ça fait un super film de SF. Si on le remet aujourd'hui dans le contexte à nous, avec tout ce qu'on a pu voir toutes ces dernières années, ça ferait un peu léger. Mais il y a quelque chose. Il y a ce quelque chose qui fait que ça pourrait être un très bon épisode de TOS. Je suis en train de me demander si ça n'a pas été recopié 2-3 fois. Pendant que tu parlais, là, à l'instant, je regardais aussi les dates de la série Au-delà du réel et de la 4e dimension. Ouais. Est-ce que on n'en est pas loin? Donc c'est venu bien après. Et je me faisais la réflexion que ça avait dû inspirer la 4e dimension, tout ça. Probablement. Et du coup, oui, ça fait un épisode de TOS, quoi. C'est du Star Trek. Ça pourrait être l'épisode pilote de Star Trek, quoi. Exactement. Ne serait-ce que, comme tu l'as dit, l'équipage, où il y a une hiérarchie dans l'équipage, il y a un capitaine, il y a tout, il y a des uniformes, il y a tout ce qu'il faut, il y a une logique procédurale. Ils vont chercher ce vaisseau perdu d'un ancien équipage, donc ils savent pas ce qui est arrivé, ils vont discuter, il y a une enquête à mener, comme dans Star Trek, puis il y a une révélation sur pourquoi l'équipage a pas donné signe de vie. Voilà. Et petit problème de micro. Et puis, dans l'idée...
même dans les effets spéciaux, je trouve que, vu que c'est 10 ans avant Star Trek, bon, c'est un film, hein, ils font mieux que Star Trek. Totalement. Même avec cette technique du mind painting là, sur les 2-3 scènes où ils explorent la planète, mais je me demande encore comment ils ont fait pour positionner la caméra pour que les personnages paraissent si petits, Tout à fait. que ce soit pas grossier. Il y a 2-3 effets de caméra où je me demande encore comment ils ont fait. Ouais, parce que c'est autant tu te dis c'est une matte painting, autant tu te dis bon bah pour que les personnages soient dans cet angle de la caméra à cette taille-là, il faut dézoomer, mais il faut aussi, tu as cette impression que la caméra a filmé dans un espace immense. Ouais. Parce qu'il y a il y a cette notion de distance qui est assez incroyable. Mais elle est folle. Ouais. Et aussi un truc où on va retrouver aussi le principe à la Star Trek, même si ça c'est pas propre à Star Trek, c'est propre à l'époque, c'est que les personnages sont des êtres instruits. Le capitaine est un capitaine avec son caractère, mais il est noble, il a sa fonction. C'est un daron, quoi. Enfin, tu vois, c'est un mec d'une autre époque. C'est pas un adolescent. Il a pas les figurines Chevalier Zodiac sur son armure, dans son armoire. Lui, il a un bon brandy et 3 cigares et le reste, c'est pour les gamins, quoi. Et il y a un peu ce côté-là, même dans l'espèce de trio. Dans l'espèce de trio de personnages, hein. Le capitaine, c'est un peu plus posé, on pourrait dire que c'est un Pike, mais bon, il y a une relation Kirk-McCoy, parce que le médecin me faisait beaucoup penser à McCoy, ce côté un peu pince sans rire, le côté humain, il va réfléchir beaucoup à l'aspect humain quand ils vont arriver, et donc pour ma part, pourquoi je dis que c'est le meilleur film TOS, j'insiste, qui n'ait jamais été fait. Donc on a eu 5 films sur la saga TOS. Oui, à peu près, ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je compte pas la KTL, hein, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les films TOS ont été faits à une époque où ce genre de cinéma c'était plus possible et les gens n'étaient plus prêts à l'accepter. Les films TOS ont été faits à cause de Star Wars. Oui. Ont été faits, alors ça je vais peut-être dire des conneries, mais à cause de 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace, tu penses ? Surtout avant, à cause de après Star Wars. C'est voilà. après, mais surtout à cause de Star Wars, où tu avais donc la Paramount qui voulait son Star Wars et qui avait dans ses cartons la phase 2 de Star Trek. Eh ben, donc, du coup, on ne consomme plus. Je suis en train de vérifier 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est en quelle année ? 1968. Donc, on est avant Star Wars. Et le premier film, c'est 78. De quoi ? De Star Trek. Non, c'est 80. C'est après Star Wars, hein. Oui, c'est 79, c'est un an après Star Wars, parce que c'est 78, ouais. C'est Star Wars. Donc on est effectivement après 2001, l'Odyssée de l'espace, et donc tu sens que on ne consomme plus l'espace de la même manière, on ne consomme plus les histoires spatiales de la même manière. Ce n'est plus, ça devient sérieux, ça devient extrêmement noble, et du coup, pour le coup du motion picture, ça devient un peu pompeux et des fois tu t'emmerdes un peu. Mais donc de fait, ces films-là, qui ont leur qualité, que moi j'aime beaucoup, hein, mais ne reprennent plus ce qui faisait le sel de TOS, qui est concentré dans le film La Planète Interdite. Et c'est pour ça que pour moi ça reste la synthèse de tout ce que TOS a fait. Mais tu sais pourquoi les gens n'acceptent plus tout ça ? Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont bouffé en série avant. Ils ont mangé Buck Rogers, ils ont mangé... comment ça s'appelle ? Perdu dans l'espace. D'ailleurs, le robot qu'on voit dans le film Forbidden Planet est repris tel quel dans Perdu dans l'espace. Parce que c'est le même designer qui a fait les robots pour Perdu dans l'espace et pour Forbidden Planet. Enfin bref, ils se sont mangés pendant 2 décennies tout un paquet de séries ou même de nanars qui n'ont fait que repomper The Forbidden Planet sur le fond.
et qui et tous les mauvais nanars de Ed Wood. Oui. Voilà. Donc à partir de là, mais c'est vraiment deux choses vachement, tu vois, je trouve que Forbidden Planet, c'est un peu le... Voilà, on va se la jouer vieille raclure des salles de cinéma, mais c'est un peu les yeux sans visage de la SF. Je connais pas du tout. Voilà, Les Yeux sans visage, c'est considéré comme un des vrais premiers films, après Nosferatu et tout, quoi, mais un des vrais premiers films d'épouvante, comme on va la connaître dans les années 70-80, avec ce côté un peu gore et horrifique. Alors que c'est pas du tout gore, hein, Les Yeux sans visage, quoi. Mais ce côté, ça peut arriver de près de chez vous, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, je trouve que The Forbidden Planet, c'est un peu ça. C'est regardez ce qu'on peut faire en SF. C'est simple. C'est simple, comme tu as dit. C'est une reprise d'une pièce de Shakespeare dont j'ai oublié le nom. La Tempête. La Tempête, voilà. C'est simple comme tout. Et ça marche. À aucun moment dans le film, tu te dis, c'est un peu long. Oui. Et tu vois, par exemple, moi qui aime bien me remater des vieilles séries des années 60-70, je peux te promettre que quand tu regardes Doctor Who, wow, qu'est-ce que c'est long pour qu'il... et même le découpage des épisodes, hein. C'est-à-dire que en 4 épisodes, il s'est rien passé. C'est toujours la même histoire, quoi. Voilà, là tu te dis à aucun moment, c'est pas cohérent. Tu sais que tu regardes un vieux film, parce qu'il y a plein de choses qui t'indiquent que c'est un vieux film, mais c'est comme quand tu regardes un Ben-Hur. C'est un classique. Enfin, le film est bien construit et tu te dis, ouais, j'ai vu ça dans Star Trek, mais ils l'ont peut-être pas aussi bien fait dans Star Trek. Tout à fait. Je pense par exemple, il y a une bête arrive à un moment qui attaque le navire, qui est le navire qui a atterri. Et ben je trouve que la bête est vachement bien pensée pour les moyens de l'époque. Tout à fait. Pour les auditeurs, la bête est représentée, est dessinée sur la pellicule. Oui. Et donc c'est une animation et pour en faire une forme d'énergie. Et même au-delà de ça, il y a des astuces quand tu vois les pas de la bête invisible dans le sable. Oui. Il y a plein de petites astuces, plein de petites techniques qui rendent le film assez fascinant. Alors on pourrait dire pourquoi dans TOS ils l'ont pas fait, pas d'argent, pas de temps, pas l'envie. Pas oublier non plus que je crois que dans le tas il y avait que Gene Roddenberry qui était content de faire son truc, les autres devaient en avoir un peu rien à secouer. Et puis c'était pas la même. Quand tu fais un film, t'as plusieurs mois de tournage. Oui, c'est ça. Pour 1 heure. Quand tu fais une série, tu dois mettre 40 minutes en 1 semaine. Ouais, mais en même temps, moi je trouve ça un peu merdique parce que je veux bien pour les environnements, mais genre l'Enterprise, les intérieurs, tu sais que tu vas toujours tourner beaucoup sur la passerelle. Essaye de. Alors peut-être que pour l'époque, la passerelle était développée, était généreuse. Ça c'est fort probable, mais quand tu vois ce qu'il a été possible de faire, ce qu'il est possible de faire, bah, je trouve que c'est aussi un petit peu, surtout pour un environnement, c'est un peu faible, surtout pour un environnement où tu sais qu'à chaque épisode tu vas revenir. Bah, en fait, le problème, c'est plutôt la caméra. Comment ça ? Le problème, c'est pas tant le décor. Tu peux avoir des super décors, mais si t'as pas les caméras qu'il faut pour tourner dedans, par exemple, faudrait demander un ou deux copains qui sont beaucoup plus spécialisés que moi là-dedans, mais une des problématiques que tu as sur un tournage série, c'est que tu peux pas changer ta focale tout le temps. Ouais. Donc tu as une caméra avec une bobine, en plus à l'époque c'est de la bobine, donc tu dois essayer de faire des plans le plus simplement possible. Et par exemple, si tu mets trop de lumière, trop de machin, trop de trucs, tu dois changer ta focale. Ou si tu commences à faire des gros plans, je sais pas si tu as remarqué dans TOS, c'est plan épaule, ou plan large. Oui, effectivement. Donc en gros, ils avaient 2 caméras. D'accord. Plan épaule et plan large. Et quand tu devais faire un champ contre champ, bah, fallait retourner la scène, un peu comme font les youtubeurs aujourd'hui. Il fallait retourner la scène de l'autre côté. Tu vois, en remettant avec la règle des 180 degrés, voilà. Et souvent, en fait, ce qui pêche dans ce genre de série, c'est que t'as pas 10 000 caméras. T'as 2-3 techniciens qui vont gérer la caméra. Donc en plus, si t'as de la chance d'avoir un peu une Numa ou un truc comme ça,
donc une sorte de grue, tu peux t'amuser à faire des choses, mais t'as pas le temps de plus t'amuser à faire les choses. Pour te donner un ordre d'idée, TOS c'est un soap. Donc, c'est un soap opéra. Et donc dans soap, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ça doit être tourné vite. Ok. D'accord. Donc c'est tourné vite. Effectivement, les décors sont construits en dur et notamment tout ce qui est fait de passerelles, c'est des 8. Faut que les mecs puissent tourner sans que tu le vois ou faire des longues lignes droites sans que tu le vois et machin. Donc là, ça veut dire que tu as un gars en caméra plus ou moins libre, mais à l'époque, je sais même pas si ça existait, ça encore, ce genre de caméra que tu pouvais avoir à l'épaule. Je pense que c'est même un mec sur roue là. Donc tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et en plus, il faut que tu comptes, par exemple, tu as une semaine de tournage, il faut que tu comptes que le montage il doit se faire en une semaine. Donc en plus, à l'époque, tu rajoutes un script, tu rajoutes tout un tas de métiers qu'il n'y a plus aujourd'hui grâce au numérique. Par exemple, le chef-op. Le chef-op, il a 1 heure pour installer sa lumière, parce qu'on va tourner dans 1 heure. Ouais. Pendant que les autres sont en train de tourner la scène, il est déjà lui sur un autre plateau en train de réinstaller la lumière, quoi. S'il a assez de lumière, s'il n'est pas obligé d'attendre que le tournage soit fini pour récupérer des éléments dans l'autre décor, quoi. Alors pour te donner un ordre d'idée aussi, tout ce qui est par exemple Big Bang Theory, tout ce qui est sitcom comme ça, ça a gardé le même modèle de prod. C'est-à-dire que tu as une caméra, voire 2 pour les plans un peu serrés, et puis c'est tourné en une semaine. Enfin, c'est tourné du lundi au vendredi et c'est monté le samedi-dimanche, quoi. Voilà. Bon, c'était pour la petite histoire. Non, c'est intéressant. Mais non, mais c'est vrai. Ça l'est. C'est intéressant. Après, je vois pas ce qui les aurait empêchés à part juste, on n'a pas envie de mettre plus de thunes là-dedans et plus de temps, mais de prendre le temps de faire de réfléchir à un décor qui permettait de prendre en compte ces logiques-là. Enfin, à nouveau, et je suis désolé, hein, mais vous regardez la 4e dimension, j'ai regardé 3 épisodes de cette série, j'ai trouvé tous les coffrets dans un magasin de seconde main. Enfin, ce qu'ils font avec aussi peu de moyens, c'est incroyable. Oui, mais c'est parce qu'ils réfléchissent différemment, là. Là, il y a un moyen, comment dire, dans la créativité, t'as une épreuve de contrainte. Donc quand l'autre il écrit, voilà, c'est là aussi qu'il faut prendre en compte ça, la chose suivante. Star Trek, TOS, les gars, ils écrivent au kilomètre. D'accord, donc pas toujours les mêmes non plus. Hein ? C'est pas toujours les mêmes non plus. Voilà, donc ils écrivent, et dès qu'il y a un scénario qui plaît à la prod, hop là on le tourne en 2 semaines. Donc le mec quand il écrit, il s'en fout des contraintes d'effets spéciaux ou techniques, lui il écrit. Et après c'est à la prod, ça on peut pas le faire, 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 on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, pour cet épisode on a $100 000, pour faire cet effet il nous faudrait $20 000 de plus, on va le supprimer. Par exemple, pour cet effet-là d'échange dramatique, effectivement, il faudrait qu'on ait une autre focale. Ça coûte quand même 300 balles à la journée, plus le technicien qui sait la gérer. Voilà, c'est pas rentable. Alors que des épisodes comme ce qu'on appelle des séries d'anthologie, comme la 4e dimension, Au-delà du réel, ou même par exemple les Master of Hardcore ou Master of Horror, souvent, il y a aussi une contrainte de budget et de temps. Donc le mec, quand il va écrire son scénario, avec le réalisateur, quand il va écrire son scénario avec son scénariste, ils savent en fait déjà qu'ils ont des contraintes. Donc ils l'incorporent dans le scénario, ces contraintes. Un peu comme Community, qui mettait des épisodes bouteilles ou des épisodes très très en huis clos pour pouvoir tourner facilement, que ça coûte quasi rien, pour pouvoir mettre pour eux plus de fond dans des épisodes beaucoup plus importants par la suite, comme l'épisode en pâte à modeler. Et exactement. Excellent épisode. Et c'est ce qu'a fait la SF tout le temps. C'est-à-dire qu'il fallait garder de l'argent pour le money shoot, le money shot, pour le cliffhanger de fin de saison, quoi. À ne pas confondre avec le money shot du porno. Ouais, voilà. Mais, alors, autre chose où on va retrouver donc on va revenir sur la planète interdite, et autre chose où on va retrouver un feeling très trekien, qui est la découverte d'une civilisation séculaire, ultra avancée, avec, en plus de ça, une approche scientifique. C'est-à-dire que c'est là qu'on va vraiment retrouver le côté Star Trek, c'est le professeur Morbius,
qui vous dit alors oui, alors je sais plus comment ils s'appelaient les noms des mecs là, j'ai des kelpiens en tête, mais je sais que c'est pas ça. Non, les Kelpiens, c'est dans Discovery. Oui, mais l'ancienne race extraterrestre. Voilà, les Krell. Les Krell, qui ressemblent beaucoup à un des personnages et des races extraterrestres qu'on retrouvera dans Marvel, les Krill. Ah bah oui, bah voilà en plus. Et en fait, donc voilà, on a cette espèce de civilisation méga avancée, d'anthropologue anthropologue, aliénologue qui s'est penché là-dessus. Même il est même pas aliénologue, il est linguiste, xénolinguistique, et c'est grâce à ça qu'il a pu déchiffrer les hiéroglyphes pour en apprendre un petit peu plus sur les Krell. Et donc, même là, on va retrouver ce côté très trekien, qui est aussi très de son époque, hein, mais Star Trek est celui en fait qui garde encore très très fort le flambeau de ça, qui porte le flambeau, puisque dans TNG ils l'ont fait, dans Voyager ça reste un classique, enfin j'imagine que même dans DS9 il doit y avoir un truc, premier épisode de DS9 ils ont trouvé une autre civilisation qui patati patata, interdimensionnelle, machin. Mais surtout que je suis en train de me dire, là tu racontes tout ça et je suis en train de me dire, mais ça ressemble aussi au pitch de l'épisode là où l'homme dépasse l'homme dans Star Trek. Lequel? Sur la dernière partie de l'épisode. Ouais. La dernière partie du film Forbidden Planet, c'est cette thématique-là. Ouais. Donc là où l'homme dépasse l'homme, c'est là où il retrouve un vieux copain à Kirk, ou c'est un vieux copain à Kirk qui commence à avoir des pouvoirs divins, quoi. Oui. Et ça le rend fou, et bref. Ouais, et d'ailleurs, c'est une très bonne blague dans le Lower Deck. Ils appellent ça l'alerte Gary, je crois. Quand il y en a un qui pète un plomb et qui commence à devenir un dieu, c'est l'alerte Gary. Gary Mitchell, ouais, c'est l'alerte Gary Mitchell. Et ouais, tu vois, et c'est ça qui est assez intéressant dans Forbidden Planet, c'est que t'as peut-être 3 épisodes de Star Trek TOS, quoi. Ouais, et parfaitement contrôlé. Pareil, quand je disais les personnages, le capitaine est un peu érudit, il commence à faire une espèce de débat philosophico-psychologique avec Morbius. Et exactement comme un Kirk l'aurait fait, sauf que Kirk lui aurait collé une pêche et déniaisé sa fille au passage. Mais ouais, c'est clairement ça, quoi. Et c'est ça qui est savoureux, en fait. Pour tout ce que j'aime TOS, c'est que j'aime beaucoup d'épisodes. Moi, j'aime beaucoup l'épisode avec les Romuliens. Les Romulanais. Ouais. Les Romulanais avec la bordure, et il doit faire attention. Oui, à la zone neutre. Voilà, près de la zone neutre. Et j'aime beaucoup cet épisode-là. J'aime beaucoup l'épisode avec le pomme-phare. Je crois que c'est le pomme-phare. Ouais. Et surtout avec le dévoreur de monde, là, pas le dévoreur de monde, mais la machine infernale. C'est la machine infernale, celui avec le mec qui a tué la colonie, la moitié de la colonie. Ah non, c'est avec le gars qui joue la pièce de théâtre, ouais, j'ai oublié le... Ben voilà, donc moi ça fait partie de mes épisodes préférés, mais force est de constater que c'est cheap et c'est vieux, et ça marche parce que c'est Trek, parce que tu décides de te faire avoir, tu décides de rentrer dedans. Ou alors, ça peut fonctionner parfaitement sur vous, hein. Mais moi, par exemple, ça a surtout marché parce que j'ai décidé d'aimer ça et que ça va me parler et qu'il y a un truc dedans qui me parle. Mais quand on regarde La Planète Interdite, ça fonctionne juste si vous aimez le délire. Puisque tout le reste est très bien écrite. Moi, j'aime beaucoup le cuistot, qui est une espèce de vieux mec du bayou, là, avec sa bouteille de whisky. Qui cherche que de l'alcool frelaté. Qui cherche que de l'alcool frelaté, et qui demande à Robbie d'en faire. Il fait oui, j'ai fait ça pour aplanir les tensions interplanétaires, machin et tout. Même ça passe, c'est très drôle. Enfin, alors que quand tu le vois la première fois, tu vois l'archétype, tu le flaires à 2000 km, quoi. Et donc non, il y a tout ça qui est chouette. Il y a le petit côté. J'ai pas envie de révéler la fin parce que j'ai vraiment envie que les écouteurs voient. Mais en fait, on n'a même pas à le faire. C'est ça qui est assez fascinant. Tu sais, c'est pas ce genre de film où pour expliquer le concept du film, faut que tu spoiles. Ouais. Et je trouve que c'est assez intéressant ce côté. En plus, tu vois comment on l'a décrit. On a donné plein de portes d'entrée. Si t'aimes le théâtre, tu vas aimer. Si t'aimes la vieille SF, tu vas aimer parce que c'est pas chiant.
Si t'aimes la nouvelle SF, tu vas te dire ah oui, effectivement, il y a des choses dont on parle plus maintenant dans la nouvelle SF. Et je vois des origines, des bribes. Moi, ça m'a fait rappeler Doctor Who. Bah, ne serait-ce que pour la musique, ça m'a fait rappeler Doctor Who. Parce que la musique de Doctor Who, c'est un des premiers génériques faits en synthé. Donc toute la musique du film est faite en synthé et c'est intelligemment fait. C'est pas le gars qui a découvert. Voilà, c'est pas Jean-Michel Hinoff là qui a découvert les touches et qui fait des bruits, tu vois. Il y a une logique de sound design derrière ça. Il y a. Alors, est-ce que tout est bien pensé ou est-ce qu'ils ont fait avec les moyens du bord? Ça, seuls eux peuvent le savoir, hein, parce que des fois, t'as l'impression qu'ils ont ultra réfléchi, mais non. C'est aussi les circonstances. Mais tout fait sens. Il y a même les plans, d'ailleurs, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film et que je dis que c'est un TOS. En fait, ça aurait dû être soit c'est l'épisode. Pour moi, c'est l'épisode pilote de TOS et t'espères que les autres ressemblent à ça. Et je ne dis pas que c'est un épisode Captain Kirk. Hein. Donc moi, j'aime bien me dire que c'est un des autres navires de la Fédération qui voyage dans l'espace et qui est tombé sur cette planète-là. Je ne sais plus, je me suis perdu. Tu disais que c'était pas un épisode Kirk? Ouais, c'est pas ouais, mais j'ai perdu mon fil. Merde, c'est pas un épisode Kirk. Oui, mais même là où il y a le TOS, c'est qu'il y a des moments où clairement ils sont en studio et en fait il y a le sable du sol qui s'arrête à 2 mètres derrière eux parce qu'ils ont un écran tout plat avec un truc dessiné dessus. Et tu le vois, mais c'est tellement bien fait que tu te laisses faire. Tu te laisses avoir. Et il y a ce petit côté, entre guillemets, cheapos, qu'on peut voir dans... qu'on voit parfaitement dans Star Trek, hein, parce que dans TOS... le morceau de rocher qui rebondit sur ta cuisse, oui, voilà. C'est ça. Et donc, voilà, il y a toutes ces choses. J'ai pas grand-chose de plus à dire pour ce film. Pour le vendre, hein, parce qu'en fait il se vend tout seul. Il se vend tout seul et puis il y a très peu de documentation, c'est ça qui est assez fascinant, quoi. Ouais. Il y a très peu de documentation, quoi. C'est vraiment, il y a la page Wikipédia et puis peut-être, j'imagine qu'il va y avoir peut-être une vidéo YouTube obscure sur le. Et j'ai rien trouvé en faisant mes recherches. Pas de podcast, pas de vidéo YouTube, même en anglais, rien. Voilà, premier podcast sur The Forbidden Planet. Voilà. Alors il faut savoir que le budget c'est un 3,9 millions. Qui est énorme pour l'époque. Et donc c'est énorme pour l'époque. Ouais. Écoute, on est en 56. C'est ça? Ouais. Combien a coûté Cléopâtre? Parce qu'on est à une époque, du coup, si on a cette époque-là, Hollywood compense et essaie de lutter contre la télévision, et donc compense en donnant énormément, en faisant des productions à très gros budget. Et c'est comme ça qu'on avait tous les péplums de l'époque, les Cléopâtre, Ben-Hur. Alors, je suis peut-être en train de mélanger les dates, mais... Si, on n'est pas loin. Cléopâtre, on est en 63. Le truc avec Néron, il y avait un film avec Néron que je trouvais incroyable. Il y a beaucoup de péplums à l'époque. Hein. Je suis en train de chercher justement le coût du film Cléopâtre. Ok, bon, moi je vais vite fait chercher péplum. Puis on est sur des films de plus de 2 heures. Hein. Quo Vadis, c'est incroyable. On est en 1951, donc on est sur des trucs... énorme, des setups de fous avec des milliers de figurants. Alors, 31 millions Cléopâtre de dollars de l'époque. Donc 31 millions, 7 millions pour Quo Vadis, qui est quand même une énorme production. Voilà, de et ce fait, qui donne aujourd'hui 31 millions, ça donne 340 millions d'aujourd'hui. Et donc c'est un Avatar 2. Voilà. Et donc par exemple, mais donc du coup dans une production comme ça, 3,9 millions n'est pas un énorme blockbuster. C'est un petit film. C'est un petit film, ouais. Mais c'est pas un film genre Ed Wood, quoi. Ah oui, non, clairement, c'est pas un film fauché, mais c'est un film qui va pas, à qui on n'a pas filé tous les moyens, quoi. Pareil, ce côté, je pense à ça, mais ces espèces de plans de civilisation séculaires, immenses et tout, bon, c'est un truc qu'on va aussi retrouver, moi je pense beaucoup à les montagnes hallucinées de Lovecraft. Oui. Mais alors, c'est aussi... c'est le plan dans Trap on the Moon. C'est un film de SF un peu pété, mais il y a un plan où il marche dans une ancienne civilisation, et en fait,
les dimensions du truc ne te font qu'imaginer ce qu'ils pouvaient vivre dedans, quoi. Et c'est un peu t'as un peu cette même vibe. Après, c'est des vibes éculées, bien entendu. Genre King Kong fait la même chose. Mais forcément, tu peux pas t'empêcher. En fait, le film est tellement fondateur que tu peux pas t'empêcher de le voir partout. C'est comme regarder Superman et regarde tous les autres super-héros dans la vibe Superman ou Batman. Tu peux pas t'empêcher de voir un peu de Batman dans ces émules, en fait. Et du Superman, ils sont tellement fondateurs, ils ont compris et synthétisé tellement de choses sur leur genre que tu peux pas t'empêcher de te dire, tiens, ce plan-là, je me demande s'il a pensé à ça, je me demande si ça fait référence, s'il a été utilisé pour ce film. Est-ce que et voilà, c'est super chouette, quoi. Et donc voilà, et donc malheureusement, Trek ne fera pas de film comme ça. Paramount ne fera pas de film Star Trek comme ça, puisque il commence les films beaucoup plus tard pour concurrencer Star Wars et 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc, comme je l'ai déjà dit, il faut que ce soit prétentieux, il faut que ce soit un peu pompeux, il faut dire nous aussi on pèse. Mais alors ce qui est triste du coup, c'est que quand il y a la KTL, que j'aime beaucoup, moi j'aime la KTL, il ne prend pas le pari de le faire. Il se dit tiens, on va pas faire un TOS à l'ancienne. Alors j'adore le premier, mais tu te dis bah tiens, il n'y a pas eu en fait une vieille société. Enfin, on reprend le principe d'un vieil épisode de TOS, quoi, et qu'on met en film. Même si le dernier fait un petit peu ça, mais bon. Et même sur la thématique de la civilisation tellement avancée qu'elle s'est perdue. Ouais. Parce que donc dans le film, il s'agit aussi d'une civilisation qui a atteint des hauts degrés de science et qui pourrait résoudre tous nos problèmes actuels. C'est une thématique qui est quand même peu exploitée dans Star Trek. Il y a 2-3 histoires de fond, comme les Iconiens dans Star Trek. On en parle souvent. Mais c'est vraiment peu exploité en termes d'histoire. C'est-à-dire un peu comme dans Stargate avec les Lantiens. C'est un truc que je trouvais intéressant dans Forbidden Planet et que je vois très peu exploité correctement dans les autres séries de SF. Bah, aussi parce que y a clairement une obsession pour... alors, en fait, l'ancienne civilisation de Forbidden Planet est un prétexte à amener une donnée qui va pouvoir permettre de réfléchir, un peu comme dans Star Trek, sur la nature de l'être humain. Parce qu'après, il commence à philosopher patati patata. D'ailleurs, j'aime toujours ce genre de truc, parce que c'est un moment aussi très cliché où le philosophe, mais en l'engueulant. Oui, mais vous avez pas pensé que l'homme, blablabla, et que, tu vois, c'est un truc très à l'ancienne, comme ça, où les mecs, ils te lâchent une méga théorie, qu'il y a que Socrate qui l'a pondu avant lui, mais le mec qui fait ça en engueulant l'autre, parce qu'il fait, oui, connard, t'as pas pensé à mettre du camembert avec tel saucisson, enfin, t'es là, c'est abusé. Mais ça sert à réfléchir sur la nature de l'être humain, alors que dans Star Trek, il y a le côté sense of wonder les civilisations extérieures sont tellement avancées qu'on ne peut les comprendre par la raison que par la science. Et en fait, il n'y a que la logique et la raison qui permettraient de les appréhender. Et c'est souvent ça, c'est tiens, il y a une boule, c'est de la matière pure, du coup, il faut la combattre avec de l'antimatière pure. Enfin bon, ça mais la main géant verte, il y a toujours des trucs. C'est plutôt comme ça, à ça que servent les grandes civilisations de Star Trek. C'est à confronter l'humain à quelque chose de fou. Ouais, ou à nous dire qu'on est descendants d'eux, quoi. Voilà. Alors que dans Forbidden Planet, c'est juste pour amener un élément, comme dans Sphere. Si vous avez vu Sphere, vous avez vu de Forbidden Planet. Qui va te permettre de réfléchir sur toi. Donc, sur toi-même. Et moi, c'est une SF que j'aime beaucoup. Et donc voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Parce qu'en fait, ça pourrait être un des podcasts les plus courts qu'on ait jamais fait. Bah, plus court, on est déjà à 45 minutes. Hein. Ouais, mais les autres font 1h20. Oui. Bah, des fois, on peut aussi reposer nos auditeurs. C'est pas interdit. C'est vrai. Mais donc, ouais, tu as encore un petit truc à dire? Non, mais je t'écoute. Bah moi, je dirais, en fait, je pense qu'il y a
pas plus à dire. Hein. C'est plus la même époque pour faire des films comme ça. Ça aurait dû être l'épisode pilote. Ça fonctionne si vous imaginez que c'est du Starfleet, surtout quand il dit les planètes unies. Tu fais ok, c'est bon. Et il y a une petite vibe Ulysse 31 avec l'espace désolé, le mec paumé sur son rocher. Voilà, il y a cette petite vibe là. Ça fait du bien de voir un film construit avec des astuces, de mise en scène avec des astuces. Tiens, imagine en fait au lieu de mettre c'est con, hein, mais on doit faire comprendre que la créature qui marche est très lourde. Et donc, au lieu de mettre les marches de la nacelle sont peintes en fer, mais c'est du caoutchouc. Et donc, en les tirant, ça plie. Donc, tu as l'impression que la créature pèse sur les... Enfin, voilà, et ces petites astuces comme ça, c'est vraiment savoureux. En fait, c'est une perle d'époque. Et c'est du pur Star Trek. C'est le meilleur épisode de TOS qu'on ait jamais fait. C'est juste que il y a pas le trio Kirk, Picard, Spock. Il manque l'alien, il manque le Spock, il manque le Data sur le navire. Oui. Il manque un extraterrestre. Ouais. Voilà, il manque les planètes unies, mais qu'avec les humains. Voilà. Les planètes unies toutes seules. C'est comme les Nations Unies, hein. On est tous ensemble. Par contre, les Arabes, on va la couper celle-là. Mais pour ces effets un peu aussi de montage et de réflexion, je vous conseille de regarder le film Avalon. Avalon, c'est bien. Avalon, un film de 2002 c'est très dur à dire, Mamoru Oshii. Avec une très belle bande originale de Kenji Kawai. Bref, c'est un film plutôt polonais, européen, quoi, réalisé par un japonais, où il y a beaucoup d'effets de montage et de recherche comme ça pour gagner du temps et vous faire comprendre des choses sur des petits tricks de montage, quoi. Ouais, tout à fait. Et non, c'est mater ça, regarder se faire juste après. Avec Samuel L. Jackson, Dustin Hoffman, et c'est à l'époque le grand retour de Sharon Stone. Et regardez ça, vous comprendrez le film Sphère. Regardez ce film, vous comprenez Star Trek TOS. Même si je sais que l'influence principale de Star Trek TOS, c'est le livre. De Robert E. Vogt, La faune de l'espace, que j'ai commencé, qui est assez cool, qui est assez sympa. La quoi? Je n'ai pas entendu. La faune de l'espace. Okay. Ouais, je ne le retrouve, je ne l'ai pas sous la main. Ah, le voilà. La faune de l'espace. Donc je vais vous lire l'arrière, vous allez comprendre Star Trek aussi, hein. Pour terminer avec ça, hein. Au-delà du système solaire, le Furteur se livre depuis des années à une mission d'exploration interplanétaire. Tiens. Il transporte dans ses flancs plusieurs équipes de savants, et parmi eux des psychologues chargés de comprendre la nature des civilisations extraterrestres et d'établir un contact s'ils le jugent possible. Ça vous dit quelque chose? Je ne sais pas moi. Soudain, au cœur d'un désert d'étoiles, l'astronef rencontre IXTL. La créature flotte depuis des milliers d'années dans une nuit sans limite, cherchant obstinément la source d'énergie qui lui rendra ses terribles pouvoirs. Pour son malheur, le Furteur a attisé sa convoitise. Voilà, ça c'est officiellement le livre que Gene Roddenberry a lu et qu'a fait Ace en ferait une super série. Et il a certainement vu La Planète Interdite. Oui. Et il a fait, putain, ça se ferait vraiment une super série. Et puis il a fait une super série. Et il a créé un des plus grands monuments de la SF, mine de rien. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Voilà, entre autres. Bon, et écoutez, si vous aussi vous avez vu le film et vous avez des choses à rajouter ou à compléter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, que ce soit des podcasts, de nos réseaux sociaux et ou de la vidéo YouTube. Ouais. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de ce qu'on fait. On est très demandeurs de retour. C'est intéressant de voir aussi, de savoir un peu comment c'est perçu. Exactement.
Et quel sera le prochain thème? Je sais pas. Moi, j'ai envie de parler encore d'autres films fondateurs. Black Hole de Disney, qui est la réponse de Disney à Star Wars, qui est aussi très trekien, très planète interdite, avec un des plus beaux designs de vaisseaux. Tu voulais parler des fans. On est bientôt de la communauté de fans de Star Trek. Ouais, mais on peut parler de Black Hole, ça m'intéresse. Et, J'ai pas vu ce film. Donc voilà, tu voulais parler aussi de la communauté des fans de Star Trek. Moi, ça m'intéresse de voir. Donc, on aborde un petit peu l'émergence des Comic-Con, parce que je crois que c'est un peu avec eux que ça a commencé. Entre autres, ouais. Et voilà, j'ai aussi envie de parler. Là, je balance des thèmes. J'ai aussi envie de parler du Klingon. En tant que langue, mais aussi en tant que phénomène. C'est un peu le Kenya américain. Donc c'est la langue des elfes, mais des Américains. Donc voilà, donc il y a plein de sujets qui m'intéressent. Et comme vous le voyez, si vous avez des idées de sujets par rapport à Star Trek, vous voyez qu'on n'est pas centré. On essaye de rattacher un peu les wagons à Star Trek, mais on n'est pas centré trop dessus. Si vous voulez finalement, on parle surtout de la SF en général. Oui, ça s'appelle Space Opera aussi, là où c'est hébergé le podcast. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous soumettre des idées. Des thèmes, avec grand plaisir. Thématiques. Ça fera un énorme plaisir de les approfondir. Moi, je suis pas un énorme expert de SF. Je suis vraiment un amateur dessus. C'est un plaisir de néophyte. C'est une discussion, en tout cas pour ma part, de néophyte. Donc on ne partage pas ce qu'on sait, on partage ce qu'on apprend. Et je trouve que c'est super important parce que on n'est pas là en train de faire de la vulgarisation. Donc il y a peut-être des conneries, il y a peut-être des fois des approximations, mais c'est une conversation légère sur un des sujets qui est les plus passionnants, la science-fiction avec la fantasy. Et la science-fiction, c'est quoi? C'est de la science fictive. C'est résoudre aujourd'hui des problèmes de demain. Exactement. Là où personne n'est jamais allé. Exactement. Et on vous entendra pas crier. Mais oui. Eh ben écoutez, passez une bonne journée ou une bonne nuit pour ceux qui écoutent ça le soir ou la nuit. Et puis nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, avec grand plaisir. Salut Cyril. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.